Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Monsieur Corté, nous allons commencer dans une petite minute. Si vous pouviez activer votre caméra, c'est super, formidable. Et partager votre présentation quand vous le souhaitez. Je vais commencer tout de suite avec l'introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous encore une fois et bienvenue à ce webinaire présenté par la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc en coopération avec la JIZ. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième épisode de la série Fit for Germany consacrée à l'intégration au marché pour les entreprises marocaines qui souhaitent exporter vers l'Allemagne. Ce webinaire est organisé en coopération avec la GIZ dans le cadre de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi. C'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement allemand et qui est également connue sous la marque Invest for Jobs. Cette initiative est actuellement présente dans 7 pays partenaires en Afrique, dont le Maroc. Pour plus d'informations, nous allons vous partager après le webinaire une fact sheet concernant toutes les informations sur cette initiative. Alors, comme je disais, pour ce deuxième épisode porté sur la thématique du légal et douane, Maître Zakaria Corté du cabinet d'avocats Corté présentera le cadre juridique du commerce bilatéral entre le Maroc et l'Allemagne, soulignant ainsi les spécificités du droit commercial allemand, les accords et les réglementations douanières entre les deux pays. Un temps de questions-réponses sera bien entendu réservé après la présentation de notre intervenant. Avant de débuter la séance et de laisser la parole à Monsieur Corté, quelques informations techniques sur l'utilisation de la plateforme GoToWebinar. Tous les participants sont actuellement en mute afin de ne pas perturber la séance. Si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et nous traiterons votre demande lors de la dernière partie du webinaire. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Corté. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Plançon, pour cette introduction. Et voilà, ça m'est un plaisir de faire partie évidemment de votre programme aujourd'hui. Et voilà, donc en fait, je vais commencer à lancer la présentation. Vous la voyez? Oui. Très bien. Super. Par contre, là, il y a le cadre. Je vais le voilà, passer. Très bien. Donc voilà, merci donc à tout le monde d'être venu, d'être présent pour notre session d'aujourd'hui qui tourne autour du cadre juridique du commerce bilatéral entre le Maroc et l'Allemagne. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler du coup de tout ce qui peut vous intéresser en tant qu'entreprise, entrepreneur marocain qui souhaite entrer dans le marché allemand à partir d'une opération d'export. Donc, avant tout, je vous donne une petite introduction sur le cabinet et sur moi. Donc, en fait, je suis avocat en Allemagne, mais aussi en France, au barreau de Paris. Et donc, en fait, notre bureau à Rabat, c'est là que je me trouve en ce moment, mais il y a aussi des autres présences à Berlin et à Paris avec des associés sur place. Donc, notre clientèle est principalement des entreprises allemandes, mais quand même, en fait, on a aussi travaillé avec des entreprises provenant du Moyen-Orient ou du monde arabophone en général, qui souhaitent du coup poursuivre une activité en Allemagne. Et donc, notre spécialisation, surtout ici à Rabat, c'est le droit international des affaires, mais aussi le droit des marchés, les appels d'offres publics, et le droit de l'énergie sur lequel moi-même, mais aussi notre collaborateur ici, Rabi Al-Basha, fait des publications régulièrement dans l'Économiste. Donc voilà, on fait du conseil juridique en 4 langues et du coup, voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aussi m'envoyer un email après ou voilà, ça dépend évidemment de la nature de la question, mais parfois donc ça serait peut-être utile de me poser la question en direct. Donc, notre session d'aujourd'hui, dans le cadre du programme Fit for Germany, les thèmes juridiques et douanières. Donc, quel est le but de notre session d'aujourd'hui? Donc, comme Madame Plançon l'a bien dit, l'idée, c'est à ceux qui ont déjà pris la décision, évidemment, d'exporter, de les encourager d'exporter donc vers l'Allemagne. Et pour faciliter le legal management, donc en fait, votre gestion de la situation juridique entre les deux pays,
je vais essayer de vous donner un aperçu général du droit allemand, bien évidemment après de vous avoir un peu parlé du cadre aussi qui touche le Maroc. Donc en fait, le plan, c'est de vous sensibiliser à certains sujets juridiques, sauf, bon, sans évidemment de vous faire peur ou de susciter des craintes. L'idée, c'est de vous donner des solutions et aussi peut-être quelques conseils pratiques à la main qui vont peut-être vous aider à bouger dans ce contexte d'export ou import de l'Allemagne. Donc maintenant, j'ai deux questions et je les ai déjà communiquées à la Chambre. Donc, Madame Plançon, je vais peut-être vous laisser faire. Madame Plançon. Alors oui, je suis là, je lance tout de suite le premier sondage, une petite minute. Oui, donc en fait, on a deux questions ici. La première va viser du coup à est-ce que vous êtes plus visé au B2B ou au B2C dans votre activité d'export. Et la deuxième va porter sur votre expérience. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont l'expérience avec l'Allemagne en tant que voilà, exportateur ou avec des autres pays? Du coup, j'invite tous les participants à cliquer sur la réponse qui leur correspond le mieux. Et une fois que la majorité des participants a voté, je vais partager les résultats avec vous. Donc pour voter, c'est très simple. Il vous suffit simplement de cliquer sur la première ou la deuxième réponse qui s'affiche à votre écran, bien entendu. Alors, je vous laisse encore quelques petites secondes pour voter. Donc, votre entreprise d'exportation cible-t-elle les professionnels B2B ou les consommateurs B2C? Première réponse, B2B. Deuxième réponse, B2C. Alors, encore quelques petites secondes. Là, nous avons déjà la moitié des participants qui ont voté. Donc, je vais tout de suite fermer le sondage et partager les résultats. Alors, pour 91% de nos participants, la réponse est B2B et pour 9% seulement, on est en B2C. Voici les résultats. D'accord, c'est très intéressant. Maintenant, est-ce qu'on peut enchaîner avec la deuxième question déjà? Bien Comme sûr, ça, tout de je suite. vous connais un peu mieux. C'est parti. Vous avez le deuxième sondage qui s'est affiché à l'écran. Donc, est-ce que vous avez déjà exporté vers l'Allemagne? Vous avez plusieurs réponses. Donc, oui, non, mais vers d'autres pays de l'Union européenne. Troisième réponse, non, mais vers d'autres pays hors Union européenne. Ou alors, quatrième réponse, pas encore d'activité d'export. J'invite à nouveau tous les participants à cliquer sur la réponse qui leur correspond afin que nous puissions vous connaître un peu mieux et partager les résultats. Allez, encore quelques petites secondes. Très bien, nous avons déjà une bonne majorité. Et je partage tout de suite avec vous les réponses qui s'affichent à votre écran. Donc, nous avons une grande majorité, donc 67% de nos participants qui n'ont pas encore d'activité d'export, puis à 17% égalité oui, et non, mais vers d'autres pays de l'Union européenne, et personne qui n'a répondu non, mais vers d'autres pays hors de l'UE. Voilà pour les résultats. Super. Ben, merci beaucoup. Déjà, comme ça, j'ai une petite idée en fait d'où vient le public dans ce webinaire. Donc, vous êtes plutôt la majorité en B2B et aussi plutôt la majorité sans expérience en Allemagne, mais il y a quand même une minorité avec une expérience avec l'export vers l'Allemagne. Donc, en fait, c'est à peu près à ce que je m'attendais. Donc, ici, dans notre webinaire d'aujourd'hui, je vais un peu aussi parler des bases
pour justement donner un peu le cadre d'orientation pour ceux qui n'ont pas encore d'expérience dans la matière, mais du coup aussi après, je vais donc aller plus en détail pour ce qui concerne le droit allemand. Voilà. Donc là, en fait, le contenu, je vais commencer avec les traités internationaux et le cadre douanier applicable. Donc, on va entrer dans les déclarations de douane sur le côté marocain, et puis plus tard dans le renseignement contraignant, qui est donc un détail intéressant du droit administratif marocain, avant de passer la frontière et d'aller en Allemagne dans le droit d'importation. Et dans le deuxième plan, comme je viens de le dire, on va entrer plus sur les particularités du droit allemand. D'abord, je vais vous parler de comment identifier ou vérifier un peu plus un potentiel partenaire que vous allez rencontrer d'une manière ou une autre avant d'entrer en business avec lui. Et puis après, c'est pour ça que c'est très intéressant de savoir comment on utilise le registre de commerce allemand. Et finalement, je vais finir sur quelques petits détails sur le code de commerce allemand, l'Handelsgesetzbuch, qui donc a des petites, voilà, il y a des points sur lesquels c'est assez différent du code de commerce marocain ou français. Mais bon, évidemment, ça sera pas assez, on n'aura pas assez de temps pour parler en détail de tout le code, mais il y a quand même quelques petites remarques à faire qui vont peut-être être utiles. Donc, on commence avec les traités internationaux et le cadre douanier applicable. Donc, en fait, on a surtout et principalement 3 accords qui vont vous toucher en tant qu'exportateur marocain qui va exporter vers l'Allemagne. D'abord, donc, l'accord d'association Maroc-Union européenne, puis un accord en matière de transport routier entre le Maroc et l'Allemagne, et finalement aussi la convention tendant à éviter la double imposition entre nos 2 pays. Donc, parmi ces 3, là, évidemment, la beaucoup plus importante, c'est la première. Donc, en fait, c'est l'accord qu'on appelle aussi l'accord euro-méditerranéen. Et c'est un accord qui a créé donc une zone de libre-échange progressive dans les 12 ans après sa signature. Et depuis 2012, donc, tous les produits industriels sont échangés entre le Maroc et l'Union européenne et du coup aussi entre l'Allemagne et le Maroc en exonération des droits de douane. Donc, on va aller plus en détail maintenant sur la déclaration sur le côté marocain. Donc, en fait, les obligations légales à l'exportation sur le côté Maroc, c'est d'abord la déclaration en détail pour justement assigner à la marchandise un régime douanier définitif. Et puis, évidemment aussi, la déclaration unique des marchandises doit être remplie sur le système BADER, que vous connaissiez probablement, le système dématérialisé de la douane, sur lequel vous pouvez lancer désormais d'une manière complètement électronique votre déclaration en douane. Donc, les documents annexés à votre déclaration sont d'abord ceux qui jouent un rôle pour l'application des droits des taxes. Donc, d'abord la facture commerciale, puis évidemment aussi un document avec les détails de la valeur par chaque article en fait que vous envoyez. Et pour l'application du régime préférentiel douanier, il faut un certificat d'origine. Donc, le certificat d'origine, normalement et principalement, ça va être les déclarations sur facture. Donc, sur votre facture, vous allez noter donc la phrase comme vous la voyez ici, mentionnée sous la version française. Donc, vous allez mettre l'exportateur, des produits couverts par le présent document, autorisation douanière, et là, vous allez mettre votre numéro d'autorisation s'il y en a. Sinon, vous le laissez vide. Déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. Donc, vous mettez le Maroc. Et donc, plus tard, vous avez évidemment cette déclaration sur facture, elle ne couvre pas tous les marchandises, mais uniquement jusqu'à une valeur équivalente de 6 000 euros. Au-delà de 6 000 euros, vous êtes obligé de passer par la douane au Maroc pour avoir une déclaration
propre qu'on appelle la Euro 1 ou Euro 1. Donc, en fait, c'est la déclaration verte qui prouve que votre marchandise est originaire du Maroc, si vous exportez du Maroc. Et donc, cette déclaration, elle sera obligatoirement émise par l'autorité marocaine. Mais il y a une exception à cela, c'est le statut, quand vous avez le statut d'exportateur agréé. Donc, l'exportateur agréé, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire les exportations originaire du Maroc vers un autre pays membre de la Convention. Et cet exportateur donc, a fait une demande administrative à l'administration des douanes et des impôts indirects qui lui a du coup donné le droit de déclarer sans avoir besoin d'un certificat Euro 1 l'origine de ces marchandises. Donc, on a des autres documents annexés pour l'application des différentes législations. D'abord, évidemment, le titre d'exportation, que ce soit un engagement de change ou une licence d'exportation. En tout cas, vous allez quand même, dans tous les cas, mettre une copie de votre contrat d'achat et de vente sur les marchandises. Et donc, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin d'une licence d'exportation, sauf s'il y a une tendance ou un potentiel de danger dans votre marchandise. Et voilà, il conviendra de s'abonner évidemment au guichet unique Portnet. Donc, l'attestation de contrôle technique est un autre document à mettre dans le dossier d'exportation. Et cette attestation, normalement, en ce qui concerne le secteur agroalimentaire, sera émis par l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations. C'est un établissement étatique qui est soumis au ministère de l'Agriculture, qui justement est chargé à contrôler les conditions spécifiques autour de l'agroalimentaire. Mais puis, vous avez aussi des autres institutions dépendant de votre marchandise en précis, par exemple l'artisanat, mais aussi, voilà, il y a des autres, il faut voir dans votre secteur d'activité quelle institution se charge avec le contrôle de qualité avant l'export. Donc, après, il y a encore des autres conditions spécifiques pour accéder au marché de l'Union européenne. On va en parler plus en détail plus tard, mais ils en font partie évidemment la protection de la santé, la sécurité de la personne, l'étiquetage, l'emballage et voilà, il y a plusieurs éléments à respecter et des normes, mais on va en parler plus tard dans la présentation. Donc, le dernier document à annexer, c'est le bulletin de mise à quai, de réception ou de dépôt ou tout autre justificatif de mise en douane, et puis une liste de colisage qui note en détail les colis, par colis le poids, le nombre et l'espèce de marchandises. Et puis, évidemment, à la fin, le justificatif d'inscription au registre du commerce. Donc, pour exporter du Maroc, il faut forcément être inscrit au registre de commerce. Il faut donc mettre aussi une copie de votre RC. Donc, il y a un détail dans la procédure marocaine qui est très intéressant, c'est le renseignement contraignant, codifié dans l'article 45 ter du Code de douane et impôts indirects. Et donc, c'est une possibilité procédurale de poser une question à l'administration des douanes et des impôts indirects et de donc avoir une réponse contraignante pour l'administration, mais pour vous, du coup, ça sera une information sur laquelle vous pouvez compter. Du coup, elle est censée de vous donner plus de certitude et de prévisibilité avant d'établir votre déclaration en douane. Et pour répondre à votre question, l'administration, elle a un délai de maximum de 150 jours. Et une fois que cette information contraignante a été donnée par l'administration, elle est valide pour une durée entre 1 et 5 ans, dépendant en fait de la matière de la question.
Donc maintenant, on est passé en Allemagne, donc le droit d'importation du côté allemand. Maintenant, en fait, l'export, il est appelé importation, et à ce côté-là, du coup, il y a trois différents droits d'importation à respecter. Il y a d'abord le Zoll, c'est ce qu'on appelle voilà, le droit de douane classique. Toute marchandise a un taux de douane qui est référé à elle. Et puis, on a la Einfuhrumsatzsteuer, c'est la TVA sur l'importation, qui est soit de 7%, soit de 19%. Et finalement, vous avez la Verbrauchssteuer, donc le droit d'accise, qui comprend les taxes sur l'énergie, le tabac, l'alcool, la taxe sur le café et quelques autres produits qui sont plus contrôlés ou plus taxés en Allemagne. Donc, pour ceux qui travaillent plus en B2C, cette information est peut-être intéressante. C'est qu'en fait, le produit, tant qu'il ne dépasse pas 150 €, il n'y aura pas de douane. Il n'y a pas donc de Zoll. C'est ce que j'ai essayé de montrer avec une petite image. Il n'y a pas de droit de douane à payer tant qu'on se bouge en dessous de 150 €. Et c'est là, sans considération s'il y a un accord de préférence ou pas. Donc, même les importations, par exemple, de la Chine, vont être sans douane tant qu'on se bouge en dessous de 150 € de valeur réelle. Et il y a juste une exception à cette exemption, enfin, il y a des exceptions et ils sont nommés en bas. C'est encore une fois l'alcool, le tabac, le parfum, qui, même s'il se bouge en dessous de 150 €, il sera quand même douané. Maintenant, on va aller sur le calcul des douanes pour savoir est-ce qu'il y a un droit de douane à payer pour mon produit, ma marchandise que je vais exporter très concrètement, ou quel est le taux de TVA d'importation applicable. Et en fait, les règlements douaniers, y compris les taux de droit, dépendent notamment du numéro du tarif douanier. C'est ce qu'on appelle aussi la nomenclature ou le numéro de code. Et donc, en fait, ce numéro de code il est donc attribué à votre marchandise. Et le taux tarifaire des marchandises dépend du coût de la nature exacte de votre marchandise. Pour le classement, je vais vous montrer maintenant comment on va sur le site et comment on va le bouger. Ça, c'est un site allemand de la douane. Donc, en fait, c'est le site administratif de la douane sur lequel on peut voir le taux de votre marchandise. Donc, en fait, c'est peut-être plus intéressant de le voir plus tard dans la présentation une fois qu'elle a été filmée, mais je vais vous le montrer très vite ici, comme ça vous pourriez le suivre plus tard. Donc, on va sur Info. Malheureusement, ce site est uniquement en allemand. Et encore, malheureusement, mon Internet ne semble pas être le plus rapide. Bon, donc en fait, le temps que ça charge, je vais peut-être revenir sur la présentation. Voilà. Ah, on est là. Donc, après, vous appuyez sur Einreihung. Warennomenklatur. Et ici, vous avez tous les produits. Donc, une petite astuce, c'est d'appuyer sur la traduction automatique. Comme ça, vous le voyez en français. Voilà. Et donc, en fait, vous avez ici toutes les marchandises possibles. Là, je vais par exemple aller sur l'origine végétale. Bon, à chaque fois qu'on ouvre la page, elle change de langue, mais je vais juste continuer pour vous montrer ici, par exemple, légumes. Et puis, Kartoffeln, évidemment. Donc, là, je retraduis pour vous montrer.
Ça marchait très bien, mais je pense que comme on fait la présentation en même temps, mon Internet, il bug un petit peu. En tout cas, ça ici, ça veut dire pomme de terre en allemand. Et vous appuyez du coup sur Maßnahmen. Et là-dedans, vous allez voir du coup le taux exact pour cette marchandise. Bon. Ah là là. Ok, donc en fait, notre site n'est pas le plus moderne, mais quand il fonctionne, du coup, bon, je vais retourner à la présentation. De toute façon, vous avez vu sur quoi il faut appuyer. Vous allez voir, du coup, après, ce que ça donne. Ça va donner, sur le prochain slide, là, j'avais fait déjà l'exemple avec les mangues. Donc, vous allez appuyer sur, voilà, les fruits comestibles sont mentionnés dans le chapitre 8. Et puis là-dedans, si vous appuyez sur mangue fraîche, vous allez avoir le numéro tarifaire. Ça, c'est le numéro de code, la nomenclature. Et puis les taux de douane préférentiels qui vont sortir une fois que vous appuyez sur ce numéro, c'est 0%. 0% et pour la TVA d'importation, 7%. Et donc, vous pouvez le calculer de cette manière-là. Il y a du coup la formule, valeur des marchandises plus frais d'expédition plus assurance, fois. Et puis ici, une addition entre les taux de droits de douane plus les taux de TVA à l'importation. Ici, du coup, c'est 0% plus 7%. Et du coup, donc une multiplication de cette valeur-là avec les 7%. Et c'est ça le total des droits d'importation pour les mangues fraîches. Donc, ça, maintenant, en fait, on va parler des interdictions et des restrictions d'importation. On a de nombreuses marchandises qui peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle l'interdiction et la restriction lors de l'importation pour raison de. Et maintenant, j'ai mentionné ici les raisons, tant qu'ils sont montrés aussi sur le site de la douane. Donc, avant tout, c'est l'ordre public, puis la protection de l'environnement, c'est la santé humaine, la faune et la flore, propriété industrielle et de la propriété culturelle. Juste pour vous donner en fait un exemple rapide pour tout, alors que sur le site, vous allez voir plus de détails sur chaque raison en fait d'interdiction ou des restrictions. Donc l'ordre public, par exemple, ça va être la protection des mineurs. L'environnement, ça peut concerner l'emballage. La santé humaine, ça concerne normalement les médicaments ou tout produit qui peut être nuisif à la santé humaine. Puis la faune et la flore, ça peut toucher voilà, la viande, les légumes qui sont peut-être touchés par un virus. Ou, voilà. Donc en fait, ah oui, dernièrement, en fait, la propriété industrielle, ça considère normalement aussi les biens de contrefaçon ou des autres marchandises qui ont été vendues au contraire d'un droit de marque, par exemple. Et puis, la propriété culturelle. C'est par exemple la vente des antiquités. Donc, ici, la restriction en raison de la protection de la santé humaine. Là, en fait, juste parce que j'ai vu sur la liste des participants qu'il y a aussi pas mal de représentants de l'agroalimentaire. Donc, ici, vous allez voir plus en détail quelles règles à respecter si vous êtes dans ce secteur et qui est du coup responsable pour vous répondre vos questions. En Allemagne, c'est les États fédéraux qui se chargent de tout ce qui est l'agroalimentaire et la décision sur la possibilité d'import. Et du coup, l'importation n'est pas possible avant que vous aviez contacté, ou normalement c'est l'importateur qui va le faire, qui va contacter du coup l'administration locale, enfin fédérale des alimentaires. Donc, les informations sur les marchandises que vous souhaitez exporter peuvent être obtenues auprès de l'autorité compétente. C'est ce qu'on appelle la Lebensmittelüberwachungsbehörde.
Et puis, les règles supplémentaires sont à respecter si par exemple vous vendez des produits avec le label bio. Mais plus d'informations, vous allez voir sur ce site. On ne va pas aller là-dessus, mais si ça vous intéresse, vous pouvez voir du coup les détails en ce qui concerne l'agroalimentaire. Puis, à la fin de la partie douane, je vous donne encore quelques petites informations de contact. Donc, en fait, avant tout, c'est toujours bien de passer par un transitaire au moins les premières fois. En Allemagne, ce n'est pas obligatoire, mais ici, du coup, vous avez la liste ou 2 sites sur lesquels vous voyez pratiquement tous les transitaires agréés en Allemagne, dans toutes les villes en Allemagne. Donc, en fait, vous pouvez vous mettre en contact directement. Et puis, très utile, le Service Desk Zoll de l'administration de la douane en Allemagne, qui peut vous renseigner sur les différentes étapes, les formulaires, si vous avez des questions. Donc, ça, c'est une manière de vous renseigner gratuitement avant de payer cher pour un avocat. Maintenant, le partenaire allemand. Donc, en fait, on a fini de parler de la douane et on va entrer dans le sujet de avec qui on peut se mettre en partenariat en Allemagne et comment on peut vérifier pas seulement son identité, mais aussi le sérieux ou voilà, la capacité de paiement. Ces genres de questions sont évidemment très importants avant la conclusion d'un contrat. Et du coup, pour cela, je vais vous parler du registre de commerce allemand. Je vais essayer même de vous le montrer en espérant que l'Internet marche mieux. Et puis, on va parler un peu des sociétés commerciales en droit allemand. Là, en fait, vous aviez évidemment l'équivalent aussi des sociétés marocaines ou françaises, mais la plus importante doit quand même être la GmbH, la GmbH ou la AG. Donc, en fait, la AG elle est plus grande que la GmbH. Elle a un capital social minimal de 50 000 €, alors que la GmbH, elle a le capital social minimal de 25 000 €. Et donc, ça, déjà, c'est intéressant à savoir si votre partenaire est une GmbH au moins. Du coup, vous savez que pas seulement c'est quelqu'un qui est présent sur le marché, mais probablement qui a une certaine organisation derrière, une durabilité et probablement aussi des biens. Mais bon, sur les biens, en fait, il faut creuser un peu plus. Mais bon, déjà pour savoir si cette entreprise existe, il convient d'aller sur le registre de commerce, excusez-moi. Donc là, en fait, j'ai mis un screenshot du registre de commerce allemand en allemand et je l'ai traduit à côté. Donc, vous allez voir ici une entreprise qui s'appelle avec un numéro de registre de commerce, avec sa dénomination, son siège social et son adresse exacte. Vous avez l'objet social qui est l'importation, exportation et commerce d'aliments biologiques et puis aussi le capital social de 25 000 €. Contrairement à la France, en Allemagne, on n'est pas obligé de toujours mentionner le capital social sur l'en-tête ou sur les factures. On est obligé uniquement dans le registre de commerce. Et puis, voilà, ici, vous allez même voir qui est le gérant de la société. Donc, voilà, c'est un monsieur Sayed Mohamed. Voilà. Cette entreprise existe du coup depuis 2019 et c'est peut-être déjà ça qui va vous aider pour savoir si c'est un partenaire plus ou moins fiable ou pas. Donc, le partenaire allemand, maintenant, je vais vous montrer en pratique comment on fait pour aller sur un site, sur le site du registre de commerce. Une idée, d'abord, en fait, c'est de regarder aussi sur le site de l'entreprise. Donc, je vais vous montrer aussi comment on trouve l'identité en Allemagne de quelqu'un qui a un site sur soi. Attendez, on va entrer dedans. Excusez-moi. On est donc ici. Je vais vous montrer un site. Donc,
par exemple le site du cabinet, vous allez du coup descendre tout en bas et en bas, vous allez voir la mention soit Nutzungsbedingungen, soit Impressum. Donc en fait, ça, c'est le lien peut-être le plus important quand vous cherchez à identifier quelqu'un de son site web. Et là, vous allez voir du coup tous les détails sur la personne en charge, le numéro de téléphone, l'adresse email et aussi même le numéro fiscal. Vous allez, si c'est une GmbH, vous allez avoir aussi le numéro de registre de commerce et aussi des informations sur l'assurance et tout ça. Et puis, une fois que vous avez le nom ou le numéro de cette entreprise, vous pouvez donc continuer sur un autre site qui est le Handelsregister Bekanntmachungen. En fait, en Allemagne, encore une fois, les sites administratifs ne sont pas très, très modernes. Là même, ça c'est le site de la justice allemande. Et voilà, ils disent même qu'ils sont en train de faire des travaux. Mais pour l'instant, on va devoir faire la recherche comme ça. Donc ici, ça c'est le site. Il est déjà même en français. Vous allez le voir en français. Et puis maintenant, vous allez aller sur la recherche avancée. Et vous allez donc mettre le nom de l'entreprise que vous cherchez. Donc en fait, par exemple, ce qu'on vient de voir. Et puis, on va chercher. Donc, si vous avez fait ça, vous allez donc dans la suite voir le numéro de registre de commerce. Donc ça, ce numéro est intéressant pour continuer la recherche. Et vous allez donc continuer sur le deuxième site, qui est aussi de la justice allemande, mais malheureusement, ils ne sont pas connectés. Donc là, par exemple, vous avez uniquement l'anglais. Il n'y a pas de français là-dessus, mais vous allez faire la recherche quand même de la même manière. Ici, il faut faire du coup Berlin, parce que vous avez déjà trouvé sur l'autre site que c'est Berlin, Charlottenburg. Et puis ici, vous pouvez mettre Secura Natural, je l'ai déjà fait. Et puis voilà, Handelsregisterblatt, ça veut dire. Et vous mettez le numéro, détail, recherche en détail, et puis vous cherchez. Donc là, en bas, vous allez voir du coup que l'entreprise existe vraiment et a été créée à une certaine date. Vous allez entrer dedans et vous allez voir du coup les détails que je vous ai déjà montrés sur notre présentation. Donc, pas besoin de le revoir. Ah, ça a marché quand même. Super. Donc, voilà. Ça, c'est la manière de chercher. C'est comme ça qu'on peut du coup chercher le partenaire allemand. Donc maintenant, on va parler un tout petit peu d'une particularité en droit allemand que le droit français ne connaît pas de cette manière. C'est ce qu'on appelle les procuristes. Par exemple, une fois regardé dans le registre de commerce, vous allez aussi voir que si l'entreprise a un procuriste, il va être marqué. Donc, à côté du gérant, ça c'est intéressant pour vérifier si celui auquel vous avez affaire est vraiment le gérant, vous le voyez, mais aussi vous voyez un deuxième qui est le procuriste. Le procuriste n'est pas le gérant, mais il a plus ou moins les mêmes autorisations, sauf que ces autorisations se limitent à tout ce qui touche l'immobilier. Donc, il a le droit légal d'effectuer toute transaction judiciaire et extrajudiciaire pour le compte de l'entreprise. Donc, en fait, si vous avez affaire au procuriste, là, vous pouvez y aller comme si c'était le gérant même. Puis, une deuxième particularité du Handelsgesetzbuch, c'est l'article 355 qui est très important pour vos achats et vos ventes sous le droit allemand. En fait, obligatoirement, il faut du coup en droit allemand, comme vous le voyez ici, une fois que le bien a été livré, il faut immédiatement, après la livraison, prévenir les vendeurs si jamais vous avez la moindre remarque à faire sur le produit. Et en fait, immédiatement, en allemand, ça peut dire 2 jours,
maximum, mais moi, j'ai fait l'expérience que le mieux, c'est vraiment tout de suite. Ça veut dire, en fait, à l'ouverture du conteneur, vous prenez un moyen de documentation, par exemple des photos, des emails, même des WhatsApp peuvent fonctionner. Et vous prenez des photos de ce que vous voyez là-dedans et ce qui ne marche pas ou ce qui voilà, n'est pas comme convenu. Évidemment, en tant qu'exportateur, ça sera plutôt à l'autre partie, à l'importateur de faire cette démarche. Mais une fois qu'il a dépassé cette notion de immédiatement, ça ne sera plus possible que lui, par exemple, se prévoit du droit d'une nouvelle livraison, une autre livraison, où il ne peut même pas vraiment dire que le produit qu'il a reçu n'est pas celui qu'il a commandé. Donc, une fois que ce moment d'immédiatement est passé, on a donc accepté la livraison en tant que telle. Ça, c'est ce qui est marqué dans le paragraphe 2. Et il y a juste une exception, c'est que s'il s'agit d'un vice caché, donc de quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir immédiatement, si jamais en fait il y a un autre dommage qui n'était pas apparent en fait au début, mais qui se montre plus tard après la livraison, là aussi, encore une fois, il faut immédiatement après la prise de connaissance aussi contacter et prouver dans le meilleur des cas le problème en fait sur lequel on se base. Bon, donc dernièrement, le dernier slide, c'est en cas de litige. Donc en cas de litige, ça c'est quelque chose de très important dès le début, donc de faire attention au contrat s'il y a un contrat que vous signez. Il faut regarder dans ce contrat, dans une des dernières clauses, vous allez voir une clause d'arbitrage probablement. Et une clause d'arbitrage n'est vraiment pas une bonne idée dans un contrat tant que vous bougiez en dessous de 100 000 euros. Parce que, en fait, la clause d'arbitrage, elle va probablement vous envoyer à la Cour internationale d'arbitrage, qui est vraiment une des manières les plus coûteuses pour clarifier un litige. Donc, dans le meilleur des cas, c'est vraiment le droit, pas seulement le droit applicable, mais aussi le forum applicable allemand ou marocain, vous avez le choix. Mais voilà, les cours étatiques sont beaucoup moins coûteuses et de coût beaucoup plus adaptés aux petits contrats. Donc, de préférence, comme j'ai écrit ici, le forum au lieu des défendants. Les défendants, c'est celui contre lequel vous faites une plainte. Et le forum, c'est la cour. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on appelle la cour. Donc, en fait, si la cour au lieu du défendant est applicable, c'est beaucoup plus avantageux pour vous parce que, du coup, vous n'avez pas besoin de passer par une autre procédure pour la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger. Et c'est là que je veux dire dans le troisième point, c'est qu'en fait, une fois que le forum choisi est à l'étranger, par exemple au Maroc, là, en fait, vous auriez du coup un jugement marocain, il faut le traduire, il faut aller en Allemagne et faire une nouvelle procédure d'exéquatur pour justement appliquer ou exécuter le jugement marocain qui doit encore être un peu revu quand même. Ça va prendre du temps, ça va entraîner des frais aussi. Et du coup, voilà, c'est toujours mieux de, dès le début, choisir le forum au lieu du défendant. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On est déjà au bout de la présentation. Et si jamais vous avez des questions, évidemment, je me tiens disponible. Merci beaucoup, Monsieur Corté, pour cette présentation très intéressante et très éclairante. J'invite maintenant tous les participants de ce webinaire à poser leurs questions dans le chat parce que nous passons à la partie Q&A, donc questions-réponses. Donc, vous cliquez simplement sur l'onglet chat et vous pouvez écrire votre question ou votre remarque à Monsieur Corté. Donc, commençons tout de suite. Donc, nous avons reçu une question d'un participant qui vous remercie tout d'abord pour cette formation très intéressante et qui vous demande
si un client en Allemagne exige un prix avec Incoterm DDP, est-ce que l'exportateur marocain exonéré de la TVA est exonéré de la TVA d'importation? Et si l'exportateur marocain n'est pas exonéré de la TVA d'importation, quelle est la manière pour récupérer cette TVA? Alors, Monsieur Corté, on ne vous entend pas? Oui, excusez-moi. Donc en fait, je cherche de voir la question, elle est dans le chat, c'est ça? Donc en fait, s'il y a une exonération de droits de TVA en Allemagne, en fait, généralement, si vous exportez vers l'Allemagne, vous êtes obligé de payer aussi la TVA d'importation. Mais il y a une manière, du coup, de la redemander, et cela est uniquement possible si vous êtes aussi enregistré en tant qu'au moins quelqu'un en fait qui paye des impôts en Allemagne. Donc en fait là, vous auriez un compte avec l'administration fiscale allemande qui va pouvoir vous rembourser la TVA. Plus couramment, en fait, c'est vraiment à l'importateur de se charger de la TVA à l'importation, parce que normalement, l'exportateur, il n'a pas cette possibilité de faire venir ou de demander un remboursement à l'État allemand. Voilà. Très bien, merci pour votre réponse, Monsieur Corté, qui j'espère a éclairé notre participant. Également, nous avons une autre question qui vient d'arriver, d'un participant qui nous dit voilà, bonjour, c'était très intéressant, je vous remercie. Et ma question porte notamment sur le volet des exportations des services. Alors, c'est une remarque très générale. Si Monsieur Bolkhadi pouvait préciser sa question, ça serait très bien. Sinon, Monsieur Corté, je vous laisse la parole. L'exportation des services, oui, c'est un sujet. Je ne sais pas exactement en fait quelle est la question là-dedans, mais voilà. Donc en fait, l'exportation des services est aussi possible. Il s'applique aussi la liberté en fait de la TVA si le service il est rendu au Maroc, mais consommé entre guillemets en Allemagne. Du coup, vous n'auriez pas de TVA à payer au Maroc. Mais je ne suis pas sûr si c'est ça la question. Est-ce que vous parlez plus d'une main-d'œuvre qui va être envoyée en Allemagne? Voilà, donc en fait, il faut peut-être un peu clarifier, ou sinon, si c'est une question qui touche plus concrètement votre entreprise, vous n'avez pas envie d'en parler devant tout le monde, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Voilà, donc Monsieur Bolkhadi, si vous avez envie de préciser, vous avez simplement à nous écrire dans le chat, ou sinon vous pouvez contacter Monsieur Corté directement par mail. Alors pour les autres questions qui nous arrivent ou les autres remarques, sachez que la présentation vous sera envoyée par la suite. Donc voilà, si vous avez manqué certaines parties, etc., sachez que la présentation sera disponible. Je laisse encore quelques minutes à nos participants pour poser leurs questions dans le chat. N'hésitez pas, c'est le moment de vous adresser à Monsieur Corté. Après, je reste là, hein, je n'irai pas loin. Alors, on a une question. Est-ce que je dois m'enregistrer en Allemagne ou bien trouver un partenaire allemand pour exporter en B2C? Pour exporter en B2C, vous n'avez pas besoin d'un enregistrement en Allemagne. Vous pouvez exporter du Maroc. Évidemment, ça dépend de votre produit, de votre marchandise. Est-ce que pour exporter votre produit, il faut une licence ou est-ce que voilà, c'est quelque chose qui doit passer par un contrôle? Mais si tout ça est garanti, vous avez le droit de, par exemple, avec un site web qui se trouve au Maroc, de vendre des produits aux consommateurs allemands. Le consommateur allemand aura le droit du coup d'acheter sur votre site directement. Pour cela, il convient quand même de s'adapter un peu plus aux bases légales des sites web allemands. Donc en fait, le mieux, ce serait de juste vous faire inspirer par votre compétiteur allemand et d'avoir un site de coup qui inspire la confiance comme enfin, même si vous n'êtes pas obligé de vous soumettre au droit allemand, mais c'est quelque chose qui va quand même inspirer la confiance.
après, non, vous n'avez pas besoin de faire une demande étatique. Généralement, en fait, ça dépend du produit, encore une fois, mais généralement, vous avez le droit de vendre tout de suite en Union européenne. Super, merci beaucoup, Monsieur Corté. Alors, on va patienter encore quelques petites minutes. J'invite les participants, encore une fois, à nous écrire des questions. Et puis, s'il n'y a plus de questions, d'ici quelques petites minutes, on clôturera ce deuxième épisode. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, pour poser votre question, c'est très simple. Vous cliquez sur l'onglet « Chatter » et vous écrivez votre question ou votre remarque. Alors, nous venons de recevoir une nouvelle question. Donc, un participant nous demande en agroalimentaire, quels sont les certificats obligatoires ou bien recommandés à avoir? Voilà, en agroalimentaire, les certificats du côté allemand nécessaires, comme je vous ai mis sur un des slides, et voilà, peut-être que je vous inviterai plus d'entrer plus en détail en ce qui est sur ce slide, parce que justement, ma présentation a été une pensée généraliste, mais il vous faut du coup un contact à la Lebensmittelüberwachungsbehörde. Donc, c'est l'autorité en charge de l'alimentaire et possiblement, ça dépend aussi du produit, encore une fois, ça peut vraiment changer d'un légume à l'autre, mais il faut possiblement aussi ce qu'on appelle un Pflanzen Sicherheitszeugnis. Donc en fait, c'est un document qui prouve que votre produit végétal n'est pas nuisif, disons, d'une manière ou une autre. Et en fait, ça, normalement, l'information, vous allez aussi la trouver ici au Maroc, à la douane, qui se charge aussi au contrôle des aliments qui vont vers l'Allemagne. Mais sinon, vous pouvez appeler la douane. Je vous ai aussi mis le numéro de téléphone, l'email de la douane pour poser la question sur votre produit. Ou si tout ça ne vous aide pas, vous pouvez toujours me recontacter en écrit et je vais essayer de vous guider un peu plus. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur Corté. Je pense que nous n'avons plus de questions complémentaires. Ah si, une dernière, alors ce sera la dernière qu'on prendra. Il y a un participant qui nous demande, est-ce qu'il y a des certificats au niveau européen qui couvrent plusieurs pays? Normalement, un certificat, une fois émis, couvre l'Union européenne, mais ça dépend aussi des produits encore. Tout ce qui touche l'alimentaire ou le végétal, là, en fait, on se trouve pas seulement en fait dans l'allemand, mais encore plus concrètement dans le land dans lequel vous allez. Donc, par exemple, si vous bougez si votre acheteur il se trouve à Düsseldorf, du coup, ça sera Nordrhein-Westfalen, le land responsable qui va être responsable avec son autorité de contrôle végétal. Mais du coup, il y a les autres produits qu'une fois, en fait, ils ont été contrôlés, vaut pour toute l'Allemagne. Et s'il vaut pour l'Allemagne, il y a aussi, bon, pas vraiment raison, en fait, de dire que ça ne vaut pas pour les autres pays de l'Union européenne. Après, il faut voir avec chaque pays de quelle est justement, en fait, la base légale considérant, en fait, votre marchandise concrète. Et en fait, voilà, il faut vérifier un peu au cas par cas avec la juridiction dans laquelle vous bougez. Mais en fait, on ne peut pas vraiment généralement dire quelque chose, enfin, on ne peut pas garantir généralement que n'importe quelle autorisation nationale va aussi être applicable en Union européenne.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Corté, pour cet éclairage. J'espère que tous les participants auront pu avoir le maximum de réponses à leurs questions. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Donc, je souhaite remercier chaleureusement notre intervenant, Monsieur Corté, pour sa contribution, ainsi que tous les participants pour leur attention. Je vous rappelle d'ailleurs que le replay de cette session sera disponible sur la chaîne YouTube de la Chambre allemande de commerce et que le contenu de ce webinaire vous sera partagé par mail. J'invite également tous les participants à s'inscrire dès maintenant à la prochaine session, qui sera la 3e session de la série Fit for Germany, sur la thématique du brand positioning, qui aura lieu le 9 novembre prochain. C'était un plaisir de vous avoir, Monsieur Corté. Je vous remercie infiniment Merci à vous. Merci à tout le monde. pour tout. Et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.